Boulogne-sur-Mer, premièrement habité par les Morins, peuple celte, s'appelait autrefois Gesoriacum, nom attribué par l'empereur Claude, empereur romain, vers l'an 43, puis rebaptisé Bologna ou Bononia au IIIe siècle selon les sources. La ville fut le théâtre de bon nombre de conflits et de combats à travers son histoire, notamment celle de la Seconde Guerre mondiale, et c'est sur ce sujet que nous allons nous étendre aujourd'hui. En effet, aujourd'hui 8 mai 2025, nous fêtons les 80 ans de la libération de la France, du monde et de Boulogne-sur-Mer, marquée par le conflit le plus meurtrier de son histoire. Laissez-nous vous la raconter. « 1939. La France entre en guerre contre le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler dans le but de conquérir l'Europe pour imposer sa vision du monde idéal et éliminer tous ses opposants par tous les moyens. La ville de Boulogne-sur-Mer fut conquise et assiégée par la Kriegsmarine du 22 au 25 mai 1940 dans le but d'en faire une forteresse, de construire et de garder le mur de l'Atlantique. Avant ça, le 17 mai 1940, le général Douglas Brownring, commandant du corps expéditionnaire britannique, décide de déplacer l'arrière-quartier général d'Arras à Boulogne-sur-Mer, 5 jours avant son invasion par les Allemands, sans en informer les Français. 3 jours plus tard, les Anglais mettent en place une défense anti-aérienne visant à protéger les ports de la Manche, notamment Boulogne-sur-Mer. La ville étant un point stratégique en raison de son port à proximité de l'Angleterre, tout comme les ports de Calais, Dunkerque et Dieppe. La ville est défendue par la Marine nationale française, composée de 1100 hommes et commandée par le capitaine Dutefoy de Mondebanque, qui ordonne à ses hommes de mettre hors d'usage les batteries côtières situées dans les forts installés au 19e siècle afin de protéger la ville contre une éventuelle invasion, laissant la plupart des gros canons inutilisables, et demanda à ses hommes de se rendre au port afin de procéder à leur évacuation alors que l'amiral français François Darlan avait ordonné de tenir la ville. Le retrait britannique fut vivement critiqué, ce qui conduit Churchill à obliger les troupes de Calais de se battre jusqu'au bout. Et il fera part plus tard, dans ses mémoires, d'une évacuation qu'il qualifiera de regrettable. Le lendemain, le 21 mai, le brigadier anglais William Fox Pitt donne l'ordre d'embarquer pour la France au 2e bataillon des Welsh Guards et des Irish Guards, faisant partie de la 20e brigade d'infanterie indépendante qui s'entraîne du côté de Camberley en Angleterre. Les bataillons sont déployés dans toute la ville et sont rejoints par le 69e régiment anti-char et la brigade anti-tank compagnie. 3 navires marchands, composés de l'artillerie royale et le destroyer HMS Vimy, rejoignent les troupes sur place, suivis par un régiment de chars cruisers arrivant de Calais le jour suivant. Les Allemands avancent vite, ce qui oblige 3 bataillons français dirigés par le général Pierre-Louis-Félix Langteau, commandant de la 21e division d'infanterie française, à défendre Boulogne-sur-Mer grâce à une ligne de 16 km au sud de la ville, et sont soutenus par la Royal Engineer qui établissent des barrages routiers. Les troupes alliées, déjà sur place, dont les quartiers généraux se situent en ville haute, attendent l'arrivée des renforts de la 2e division d'infanterie qui n'arriveront jamais, obligeant le général Langteau de réorganiser ses forces afin de protéger la ville le plus longtemps possible, sans pouvoir communiquer avec le brigadier Fox Pitt. Les troupes françaises repoussent les attaques allemandes contre les murs de la Haute-Ville, pris d'assaut à 2 reprises dans la soirée du 24 mai, à 18h et 20h. Dans le même temps, le torpillé Fougueux et les destroyers Chacal continuent de fournir un soutien naval grâce à la Marine nationale, mais sont endommagés par l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, et le Chacal finira par couler. Les Allemands reprennent les attaques contre les murs médiévaux à l'aube du 25 mai, utilisant plusieurs manières de procéder pour faire craquer les Français. Des échelles, des grenades, des lance-flammes et des canons de 80 mm. Malgré les efforts, le général français Langteau est obligé de se rendre à 8h30 du matin au colonel allemand Van Wert et est félicité par Heinz Guderian, général de l'armée allemande, pour sa défense. À court de nourriture et de munitions, les 120 soldats français, 200 troupes des Auxiliary Military Pioneer Corps et 120 Royal Engineers se rendent aux alentours de 13h, faisant au total plus de 5000 soldats prisonniers, dont une majorité de Français. Le bilan de ces quelques jours de combat est déjà très lourd. 292 morts côté allié, 107 côté allemand, sans compter les civils, 96 tués et plus de 80 blessés, ainsi que la destruction de plus de 190 immeubles de la ville. Entre-temps, cette défense de Boulogne permet l'évacuation des troupes alliées à Dunkerque dans le cadre de l'opération Dynamo. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, 2 voies s'ouvrent de l'abandon et du désespoir. Elles menaient à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour,
une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. La ville de Boulogne-sur-Mer sera occupée de mai 1940 à septembre 1944 et fut gardée à son apogée par plus de 10 000 soldats allemands aguerris qui ont rapidement transformé Boulogne en zone de guerre, devenant une cible à abattre pour la Royal Air Force qui n'hésitera pas à bombarder la ville en menant près de 500 raids aériens du 12 juin 1940 au 21 septembre 1944. D'ailleurs, le premier bombardement allié auquel les Boulonnais assistent, le 12 juin 1940 à 16h53, vise le port mais touche la ville, notamment les galeries de Paris. Son objectif, détruire le potentiel militaire allemand, mais surtout faire croire à un débarquement allié dans le Pas-de-Calais. Voici un aperçu non exhaustif du quotidien des Boulonnais. 23 février 1941, 70e raid aérien sur Boulogne, 15 morts, 4 blessés. 28 janvier 1942, entre 22h et 23h, 11 morts à Boulogne, 8 morts à Outreau, 8 morts à Saint-Martin. 1er avril 1942, 48 morts dans le quartier de Brécrec. Du 8 et 9 septembre 1943, raid de nuit meurtrier qui fait plus de 500 morts sur le Portel et détruisent la ville à 95%. Durant ces périodes, les Boulonnais se réfugiaient la nuit dans les caves pour échapper aux éventuels bombardements. À cette époque, il existait plus de 1400 caves, dont la plus grande se situait à la crypte de la cathédrale qui pouvait accueillir plus de 600 personnes. Les bombardements font des dégâts considérables et rendent ainsi la gare maritime hors d'usage. Et des hangars importants sont détruits sur le port, mais fait surtout beaucoup de morts parmi les civils. 3 exemples qui ont particulièrement marqué les esprits. Dans la nuit du 11 au 12 mai 1944, 2000 bombes explosives tombent sur Boulogne et Outreau. 128 morts, 200 blessés. Dans la nuit du 24 au 25 mai 1944, 1500 bombes explosives tombent sur 4 communes. Outreau, Le Portel, Saint-Martin et Boulogne-sur-Mer. Environ 100 morts. Le 15 juin 1944, entre 22h30 et 23h10, ce sont pas loin de 15 000 tonnes de bombes qui sont lâchées sur le port, réduisant en poussière plus de 2000 immeubles du centre-ville et des quartiers populaires et faisant 150 morts. Début septembre 1944, l'opération Willet est mise au point par le major général canadien Daniel Spry, commandant la 3e division d'infanterie canadienne, qui déclare l'état de siège le 4 septembre. La FFI, Force française de l'intérieur, mouvement de résistants, participe à l'opération de libération de la ville qui débute réellement le 17 septembre par le pilonnage des monts Boulonnais par des bombardiers. Les Canadiens s'emparent d'une grande partie de la zone et le lendemain, le matin du 18 septembre 1944, la Haute-Ville et la Basse-Ville sont libérées et le drapeau français est hissé sur le beffroi avant midi. Le dernier bombardement se déroule le 21 septembre 1944 à 17h et visera le fort de la Crèche alors que les combats meurtriers dureront jusqu'au lendemain dans la commune voisine de Saint-Étienne-au-Mont, Équien, Le Portel et Outreau, avant la reddition du général Heim à 16h20 pour signer la capitulation du fort d'Alprec. Après la libération, la ville fut détruite à 85%. Ce sont donc des logements temporaires qui vont d'abord être trouvés pour loger les sinistrés des bombardements. Les plus connus à ce jour restent les 2001 sur la commune de Le Portel, tandis que la reconstruction de Boulogne se limite au nord de la ville, dans le quartier du Chemin Vert, principal lieu d'accueil des nouveaux logements, des bungalows U400. Boulogne-sur-Mer se reconstruit au gré des vents et des marées, laissant apparaître de nouveaux logements, de nouveaux locaux comme les salles de théâtre et le cinéma, de nouvelles attractions comme le casino ou Nausicaa. Le port s'agrandit aussi, ce qui fera de Boulogne-sur-Mer le premier port de pêche de France. Attirant un bon nombre de touristes, la ville deviendra une des plus belles stations balnéaires de la région et capitale de la Côte d'Opale. Pour cette vidéo hommage, nous avons entrepris la visite de vestiges de guerre, de bunkers, de blocos et d'endroits réquisitionnés par les soldats du Troisième Reich. Ici, nous visitons les restes de ce qui fut autrefois la batterie Todt, occupée par 390 Allemands, située à Oningan, à proximité de Boulogne-sur-Mer et faisant face à l'Angleterre. Les travaux débutent en août 1940 pour se terminer un an plus tard, en automne 1941, et fut inauguré le 15 mars 1942 par les hautes instances de la Kriegsmarine. Ce site fut le 7e plus gros ouvrage de l'armée allemande et la seconde batterie côtière la plus imposante de l'Allemagne nazie. Cet endroit fut choisi pour bombarder l'Angleterre avec une puissance de feu jamais vue auparavant. En effet, le canon que vous voyez à l'écran, le Léopold K5, toujours braqué vers l'Angleterre, constituait l'une des armes les plus puissantes que le Troisième Reich ait possédé. Capable de tirer des obus classiques à une distance de 62 km et pouvant aller jusqu'à 150 km pour des obus fléchettes, de quoi bombarder l'Angleterre située à seulement 36 km.
Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour de nouveau de l'Urbex parce que la dernière fois on s'était bien amusé. Donc on se retrouve aujourd'hui ici sur la côte d'Opale. On est au niveau de Alprec. Pour ceux qui connaissent, bah, tant mieux. Et ceux qui connaissent pas, vous allez découvrir ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va aller visiter quelques blocos et quelques bunkers laissés par les Allemands en 45. Allez, suivez-moi, c'est parti. On est au sud d'un blocos et c'était un poste de guet. Il y avait déjà 2 postes, donc à mon avis c'était déjà 2. Ici tu pouvais vérifier. Coucou, ça va copain? Ouais, et toi, t'as pas trop froid? Non, ça va. Tu veux une clope? Tiens. Merci Heinrich. Bon, voilà, on va aller voir de l'autre côté. Bon, c'est un peu la même pièce, hein. Mais on n'a pas la même vue. On a une autre vue. Et celle-ci est bien plus belle. Hop. Bon, ça va. Donc là, on va rentrer dans le blocos. C'est pas grand un nazi. Hein. Et Hitler, il faisait combien? 1m70? Ouais, il faisait cette taille-là. C'est cette taille-là. J'ai envie d'aller essayer de voir en montant sur les cours. J'ai des chaussures imperméables, mais quand même. Il y a des limites à l'imperméabilité. Ah ouais, c'est immense. C'est grand, hein. C'est immense. C'est fou, hein, quand même, ce qui reste. Bon, on va aller visiter celui-là. Celui-là est un peu plus ouvert. Notre espace. C'est super bien conservé hein, au final. Ah regarde, Eberdruck Ventil. Home filter. La chambre des filtres. Ouais, non, mais. Ah, écoute, en anglais ça veut dire ça. La chambre filtrée. Savoir recevoir, savoir vivre. Dans un bunker allemand. Ah Pierre Chabry. Elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint et en plus ça clignote. Bon voilà, je suis parti dans ma chambre les gars. Tu te dis pas des moments, t'aurais bien voulu essayer de voir une journée, cette époque? Moi, il y a des jours où je me dis, cette époque-là, j'aimerais bien le vivre une journée. Ah, compliqué, hein? Waouh, tout ça pour ça? Mais on est à l'abri de tout. Ah non, impossible. Impossible, t'es pas français. Non, mais il est allemand. Ah, par contre, il fait froid, hein? Oui. Oh ouais, génial. On va s'amuser. Y'a quelqu'un? Oh, on sait jamais. Hein. Le stress. Pourquoi? C'est... tu vas voir. Mais c'est mieux de ce qu'on a pu voir. C'est magnifique. Il y a une pièce ici. Oh, immense. Là, c'est un vrai urbex, là. Salle de réunion, tout oh, yes. Donc là, on a une porte blindée typique. Oh, la découverte de fou! Une ancienne cuisinière. Il y a encore le bouton. Bouton pour activer le gaz. Waouh, j'ai failli tomber. J'ai senti le pied là, mais joup. Ouais, il y a encore le câblage. Il est encore bien en bon état celui-là. Puis c'est bien parce que si t'étais pris d'un côté, bah tu peux le sortir de l'autre. Ouais, enfin, tu tombais quand même devant. Ah ouais, t'étais devant quand même. Quoi qu'il arrive, t'es baisé, gros. Ici, ouais, c'est vrai. Mais encore une fois, fallait pas être dedans parce que moi, Ouais, c'est je vrai. tape plutôt, hein, tu vois tes limites. Bah, avec un casque, voilà, je crois. c'est ça. Non, mais franchement, très belle découverte. Surprenant. Oh, bah, j'ai eu peur. Quoi? J'ai eu peur. Pas de quoi? J'ai vu l'arbre bouger. Ah bah, Je croyais que c'était quelqu'un. c'était ça le bruit là. Bon bah voilà, on a visité ce joli bunker et on l'avait jamais découvert auparavant. Et bah franchement super surprise. Bon, on s'est posé pour manger. Comme vous pouvez le voir, on est dans un bunker. On est à l'abri du vent au moins, on est tranquille. Bonjour. Bonjour. Très bien, et vous? Ouais. Donc là on est à l'entrée du fort d'Alprec. Aucun ennemi en vue. Cachons-nous. Les latrines. Il comportait 4 emplacements à la turque, dont un était réservé aux officiers sous-officiers. Par contre, il devait se geler les couilles. Fallait vite faire son affaire. Tu viens, tu chies, tu repars. Bah, quand t'as froid, généralement, t'as pas envie de dormir. Bon, les amis, avant de finir cette vidéo, on va passer à l'outro. Il est content.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami,